Je t'assure, je deviendrai fou de moi. Oh, fou, comme ça. Et voilà, 8h39. Il est avec nous, il est bien arrivé, sain et sauf. Bonjour, Georges. Bon, sain et sauf, absolument. Bonjour, c'est les joies de la circulation automobile. Absolument. Bon, alors c'est notre... Oui. Les événements contingents, alors on ne s'y attend pas et plaf, on est dans un trafic et puis ben voilà. Oui, on peut pas toujours prévoir. Ça arrive comme ça et pourtant il fait beau, il n'y a pas de neige, c'est il n'y a peut-être pas de pour ça aussi que les gens traînent un peu sur le chemin, on regarde un peu les petites fleurs qui vont bientôt commencer à pousser. Et puis, les personnages sont encore bien timides dans la terre. C'est cela. Ceci dit, Georges, alors on poursuit notre série de chroniques sur les diasporas et on va s'attarder aujourd'hui à la diaspora américaine. Qui voilà, toute qu'une, un gros morceau. Un gros morceau, la toute première diaspora africaine aux Amériques, en Amérique, disons. Et on avait dit que cette diaspora-là, c'était pas la toute première, hein. La toute première, c'est celle qui est venue 20 000, 40 000 ans avant, qui est partie en Asie là-bas, où on trouve des gens de couleur noire en Asie jusqu'en Russie là-bas. Eh ben, il y a eu ces mouvements-là au départ. Bon, ça, laissons ça de côté et revenons sur la diaspora la plus, la plus actuelle aujourd'hui. Et disons la plus connue. La plus connue, voilà, la plus connue. Celle qu'on a plus documentée, peut-être. Plus documentée, et exactement, qui sont les Noirs américains, en fait. Les esclaves africains déportés en Amérique, durant au XVIe siècle, jusqu'à assez récemment au XVIIIe siècle, pratiquement. Alors, c'est cette diaspora qui est venue qui s'est installée en Amérique, en Amérique du Sud aussi, il y en a beaucoup, et puis surtout aux États-Unis et au Canada aussi, il y a des Noirs canadiens aussi, ceux qui sont venus ici au Canada. Mais aux États-Unis, c'est cette diaspora qui est assez impressive. C'est une diaspora qui a une histoire très forte. Alors, il y a beaucoup de choses. Dans l'annonce, j'avais dit que Franklin Roosevelt avait dit que l'un des grands problèmes américains, c'était le problème noir. Mais le problème noir, pourquoi? Évidemment, parce que c'était des esclaves avant. Et la dernière fois, quand on a introduit cette émission, cette chronique, on avait dit quand même que les Noirs n'avaient pas de droit. Ils n'avaient pas de droit, ils n'avaient seulement le droit de travailler. Bon, Franklin Roosevelt, c'est quand même le milieu du 20e siècle. Non, Franklin Roosevelt, c'est tout récemment, là. C'est tout récemment qu'on a évoqué. Oui. Mais l'histoire c'est quand même Noirs, 1940, 34, plus précisément, de 34, avec le New Deal. Évidemment, on a essayé de brasser un peu les problèmes auxquels les Américains étaient confrontés. Tous les Américains, disons, parce que ça fait quand même suite à la crise de 1929, avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Bon, qu'à cela ne tienne, en tout cas, il avait bien vu que le problème américain, c'était le problème noir, fondamentalement. Bon, il y avait la prohibition aussi, mais... Oui, mais ça, c'est autre chose, un peu d'une autre nature. Mais effectivement, le problème noir, Georges, tu as bien raison, là, je fais des blagues, mais effectivement, parce qu'on était on était après l'esclavage, on était encore dans le temps de l'apartheid. Mais toute la ségrégation aux États-Unis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même la place des Noirs dans la société américaine, parce qu'on revient à cela. Comment ils sont venus ici en tant que des esclaves et qui ont travaillé pendant près de 300 ans ou 400 ans a duré l'esclavage, où il y a des gens qui n'avaient aucun droit. Ils n'avaient seulement que le droit de travailler, c'est-à-dire qu'ils travaillaient du lever du jour au coucher du soleil. Voilà, c'était la situation des Noirs. Et puis progressivement, ils ont quand même gagné des droits au cours de cette histoire-là. Mais les périodes phares dans cette histoire américaine d'une manière globale et où les Noirs ont essayé de gagner quelque chose, il y a quand même la guerre civile aux États-Unis, Caro. La guerre civile aux États-Unis qui commence en 1861, qui se termine en 1865. Et ça commence aux États-Unis avec l'élection de Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln est connu comme la personne qui a impulsé, n'est-ce pas, le mouvement
mouvement vers l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Et à l'époque aussi, il prenait quand même le soin de dire que non, mais écoutez, si je dis qu'il faut aller vers un peu plus d'égalité entre les Noirs et les Blancs, ce n'est pas pour dire que demain, nous verrons finalement les nègres nous gouverner ou bien les nègres épouser nos femmes. Non, c'est pas ce que j'ai dit à l'époque. Ouais. À l'époque, il prenait un peu ces gants-là pour le dire. Mais ce qu'il avait impulsé, c'était déjà quelque chose de formidable. Eh bien, quand il est élu en 1860, eh bien, évidemment, la guerre commence en 1861 parce que ouais, malheureusement. Les États confédérés du Sud, dont l'économie était basée sur la plantation, donc le travail des Noirs, de ces nègres-là à l'époque, eh bien, ne pouvaient pas imaginer un seul instant qu'on puisse leur enlever leur instrument de travail gratuit de surcroît. Vous voyez, la guerre civile, c'est le Nord et le Sud. Ouais. Les unionistes au Nord, sous Lincoln, et puis les confédérés au Sud, sous Jefferson. Voilà. Et la guerre commence et dure 4 ans. Et puis, qu'est-ce qu'on constate pendant cette période-là? Ben, à la fin de la guerre civile, donc en 1865, on comptabilise 180 000 Noirs qui ont combattu avec les unionistes. Soldats noirs, c'est quand même beaucoup qui représentaient 10% de toute la troupe, n'est-ce pas, sous Abraham Lincoln, et près de 90 000 noirs, et donc anciens esclaves des États confédérés. Donc on voit un peu ce truc-là. Donc 90 000 noirs qui partaient, qui étaient dans les États confédérés, ouais. qui étaient dans le Sud, et qui ont rejoint le Nord pour combattre le Sud, et qui les avait tenus. On peut s'imaginer dans des conditions pas faciles. Hein, mais dans des conditions pas faciles. En échappant génial. À leur maître. Mais absolument. Il fallait beaucoup de courage. Il fallait beaucoup de courage. D'aller combattre, mais de se rendre à son... oui. Dans le Nord. La remarque est très, très, très bonne. Hein. Il fallait vraiment de l'ingéniosité pour s'extirper un peu des griffes, n'est-ce pas, de ces États confédérés. Et puis, on n'a pas le temps de tout dire, sinon il y avait des conséquences, il y avait des représailles par rapport à cela quand on a attrapé un peu les Noirs qui s'enfouillaient de cette manière-là. Mais qu'à cela ne tienne, près de 40 000 soldats noirs sont morts pendant la guerre civile. Et le principal résultat, il faut parler de ce principal résultat de la guerre civile aux États-Unis. C'était quoi le principal résultat? Il y a d'autres, mais d'accord, mais quand même, c'est l'amendement de la Constitution américaine. Avec le 13e amendement, avec le 14e amendement, avec le 15e amendement. Et le 13e amendement, le plus fondamental, c'est quand même l'abolition de l'esclavage. Ouais. Parce que quand les unionistes avec Lincoln gagnent la guerre, on pousse les États du Sud, n'est-ce pas, à aller vers de nouvelles constitutions en prenant en ligne de compte la nouvelle donne qui était l'abolition de l'esclavage. Et c'était pas une mince affaire aussi à l'époque, parce que ce qu'ils appellent to grandfather law, c'est pousser certains États du Sud à adopter la nouvelle loi. Parce que quand on est perdant, on est perdant. On se met, n'est-ce pas, au service du gagnant qui, en l'étape, était le parti, n'est-ce pas, unioniste du Nord de Abraham Lincoln. Et puis après aussi, la période qui a suivi la guerre civile, c'est la reconstruction. La période connue comme étant la reconstruction de 1866 à 1877. Voilà, donc près de 11 ans de reconstruction où évidemment, écoute, on a aménagé pas mal de choses aussi sur les relations entre les Blancs et les Noirs. 4 millions d'esclaves, par exemple, sont libérés. Mais quand ces esclaves-là étaient libérés, Georges, oui. C'est une période dont on parle moins parce que qu'est-ce qui advenait de ces gens-là? Ils travaillaient, ils étaient rémunérés. Ils faisaient quoi? Parce que c'était pas la coupe aux lèvres non plus. Là, c'était pas bienvenue mon ami, tu seras député, tu seras sénateur, comme tu le disais. Oui. C'était quand même une sous-couche de la société là, encore là. À ce moment-là. Non. Écoute, ce qui se passe là, l'esclavage est aboli. Bon, pendant l'esclavage, il y avait le code noir. Tu te rappelle de ce code noir, comment traiter les Noirs, évidemment, qui n'était pas joli. Mais on est encore quand même dans les États du Sud. Mais dans les États du Sud, où, fraîchement comme ça, une économie qui, tout d'un coup comme ça, se voit privée de sa main-d'œuvre gratuite, on a instauré quand même que les Noirs libérés, en fait, devaient travailler pour leurs anciens maîtres. Voilà. Oui. Travailler. Mais à quel salaire? Avec quel salaire, de toutes les façons? Mais c'était déjà une
évolution assez notable. Et puis il y a eu Il n'y avait aussi... pas de syndicat, rappelons-le. Non, le syndicat, alors, ma foi, ça devait attendre. Alors bon, il n'y a pas de syndicat. Les Noirs devaient accepter, j'imagine, alors je vois bien la situation de travailler absolument, pour absolument. une bouchée de pain. Là, et puis, ben voilà, tout à fait. Donc, il y a eu cette période-là. Mais au niveau du droit, parce que dans cette affaire-là, il faut toujours aussi voir l'évolution du droit. Le droit, ce sont les codes civils, les codes noirs pendant l'esclavage, mais la loi aussi accompagne toujours quand même le privilège des Blancs pendant cette période-là. Et c'est l'instauration des fameuses lois Jim Crow. Tu te rappelles des lois Jim Crow? Jim Crow, le fameux ministrel là, avec le noir et tout cela. Et ce sont les lois Jim Crow, le noir qui voulait adopter un peu le mode de vie des Blancs et tout cela, c'est les lois Jim Crow. Mais les lois Jim Crow introduisent la ségrégation aux États-Unis d'Amérique. D'accord, nous sommes tous libres, on est tous égaux, mais séparés. Tu te rappelles encore de cette loi avec les provisions de loi qui sont sorties. Donc on est là durant cette période de reconstruction. Donc mais c'était aussi l'échec de cette période de reconstruction, c'est quand même de ne pas vraiment pousser la condition noire en tant que telle. Tu vois? Oui. Mais quand même, on évolue avec les lois Jim Crow. Les Noirs aussi essaient de s'organiser. Et là, je vais passer maintenant au deuxième point aussi très très important. On l'avait annoncé, c'est les Noirs américains et l'enjeu économique. Et l'enjeu économique, c'est une ville de l'Oklahoma, dans le district de Greenwood, la ville qu'on appelle Tulsa. Tulsa, c'était vraiment, c'était le district qui présentait la preuve irréfutable que les Noirs pouvaient s'organiser et puis créer de la richesse, une forte richesse, parce que cette ville-là, c'était la fierté. Ça s'appelle d'ailleurs, quand on va sur Internet, allez Google, The Black Wall Street. Tu vois? Donc, quand on commençait à parler d'argent, là, peut-être que ça a changé la donne. Hein? La vision, oui. Les Noirs sont capables de faire de l'argent. Bien sûr que oui. Mais attends, les Noirs qui étaient des travailleurs, qui travaillaient pour les Blancs à cette époque-là, maintenant qu'on se donne un espace de liberté où ils peuvent s'organiser, il y en a qui étaient instruits à l'époque, ils s'organisent. Ils s'organisent parce que dans cette ville-là, à Tulsa, mais c'était vraiment la fierté des Noirs, parce qu'il y avait des banques, il y avait des hôtels, il y avait des cafés, il y avait des cinémas, il y avait des théâtres, des maisons modernes, des piscines, des usines, des bijouteries, des voitures de luxe qui appartenaient. C'était le paradis noir. Quand on fait référence à Wall Street, on voit la richesse, non? On voit la richesse à New York, à New York là. Wall Street s'oppose souvent à Main Street, tu vois à peu près ces enjeux rhétoriques. Tout ça. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé à cette ville-là? Ben non. Mais en 1921, c'est une ville qui est dévastée. Il y a des émeutes raciales qui émergent, n'est-ce pas, dans cette ville-là. Pour quelle raison? C'est tout simplement parce qu'un Noir au nom de Dick Rowland a été donc dans la tribune de Tulsa, le journal un article est sorti en disant que voilà, ce Dick Rowland a tenté de violer une femme blanche, Sarah Page. Alors, voilà ce qui a déclenché, n'est-ce pas, l'émeute dans cette ville de Tulsa, où les Blancs se sont organisés dans des foules alors incroyables, et il y a eu ces émeutes pendant 2 jours, dans la ville, et toutes les propriétés des Noirs ont été brûlées, les maisons brûlées, tout, et la police aussi a intervenu, mais du côté des Blancs. Ben oui. Du côté des Blancs, c'est-à-dire que des Noirs ont été arrêtés en masse, mis dans des camps pas des camps de concentration, mais des camps de rétention. Tout ça pour tout simplement d'un homme. Voilà, tout à fait. Mais attends, il n'a même pas commis un crime parce que non. C'était, on n'a pas attrapé ce Dick Rowland en train de violer la femme blanche. Non, c'est des suppositions. Ouais. Donc il n'y a pas de preuves. Et les émeutes ont commencé avant même que l'enquête ne soit diligentée. Ouais. Donc on a demandé aux gens, on va enquêter, mais c'était trop, attendre. Il fallait rentrer, n'est-ce pas, dans ces émeutes, faire exploser. Il y a eu des avions militaires qui ont bombardé la ville et ainsi de suite.
Donc voilà comment est-ce que c'est cette fierté noire en 1921, c'est quand même pas trop loin derrière nous. Mais non, là, c'est notre passé récent. Voilà. Donc toute une ville a été brisée, a été dévastée et voilà, les gens qui les analysent voient très bien que il y avait de la jalousie là-dedans aussi, parce qu'on pouvait pas imaginer que les Noirs qui viennent d'être affranchis juste à côté, puissent être capables de s'organiser et créer autant prospère, être aussi, voilà, c'est ce mot qui est souvent utilisé, la prospérité de Tulsa, la prospérité de la communauté noire de Tulsa. Voilà les problèmes qui minent l'Amérique, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, peut-être sous d'autres formes, mais le problème, cette fatigue raciale aux États-Unis est toujours là, est toujours présente. Je crois que tu avais quelque chose à dire, Caro. Non, je suis fascinée par l'histoire de Tulsa, comme tu... Oui, il faut aller regarder. C'est une histoire que, oui, j'avais déjà entendue, effectivement, mais de se le rappeler comme ça. Oui. Et de voir que, finalement, aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais on n'est pas encore Mais on n'est pas sorti d'auberge. Tu vois que de l'élection d'Obama, par exemple, ce que ça a créé. On pensait que c'était une vraie avancée, que les gens en allaient aller de l'avant, mais non, on a comme l'impression qu'il y a un backward, il y a un retour en arrière. Bon, mais ce n'est quand même pas comme avant, hein. Bon, et là, ça nous permet de passer un peu au dernier point que j'ai prévu. Il nous reste combien de temps, Caro? Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, voilà. 2 minutes. Voilà. Je dis 2 minutes. C'est simplement dire que, parce que le plein jeu citoyen, c'est quand même la participation. Les années 60 ont été essentielles pour la communauté noire. Pas seulement la communauté noire, mais la plupart des groupes minoritaires aux États-Unis, y compris les femmes aussi, y compris les catholiques, y compris tout ce monde-là, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1964? Mais ce sont les droits civiques aux États-Unis. Les droits civiques qui ont commencé quand même dans les années 50 avec Rosa Parks, tout ce mouvement de Rosa Parks qui a refusé de se lever dans le bus, qui a entraîné, n'est-ce pas, des émeutes énormes, et puis Martin Luther King qui apparaît, un grand pasteur, un orateur de poids et qui entraîne tout ce mouvement-là jusqu'à la marche de Washington. Et la marche de Washington se continue quand même. Cette période des années 60 qui se résout par la mort du président américain JF Kennedy, tout simplement parce que c'était le premier noir aussi à être, non pas le premier noir, le premier catholique à être président des États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis. On voit un peu la coïncidence entre les 1860, c'est Lincoln qui fait quelque chose pour impulser les Noirs. Et 1960, c'est Kennedy aussi qui fait quelque chose pour impulser les Noirs. C'est trop le changement qui s'opère aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe en 1963? Le président des États-Unis est assassiné. Hein? Et puis, les acteurs essentiels de cette époque-là, les Martin Luther King, comment on appelle l'autre Malcolm X, et Robert Kennedy, tous ces gens-là se sont tués pendant les années 60 et en 64 c'est les droits civiques, et puis bon, Georges, ce que j'allais dire, on pourrait le dire dans une autre chronique parce que moi je trouve que les années 60 on pourrait s'en reparler bien longtemps. L'émission est terminée, mais je pense que dans 2 semaines je peux conclure au moins. Oui, une phrase. Mais c'était tout simplement dire que aujourd'hui on voit que les Noirs votent beaucoup plus démocrates, mais au départ les Noirs votaient républicains. Et ce serait bien qu'on fasse une chronique là-dessus. Peut-être la prochaine chronique, on peut la faire là-dessus, sur comment est-ce que s'est fait le passage des républicains aux démocrates aujourd'hui. On le fera. Georges, merci, mais c'est toujours passionnant. Mais que veux-tu? Mais non, mais j'étais en retard aussi. T'es puni, non, mais sans blague. On se reparle de tout ça parce que c'est absolument fascinant. Merci beaucoup, Georges. Je vous souhaite une très bonne journée. On se reparle demain, mercredi. 89.1